Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, j'ai un invité que j'aime beaucoup. J'invite Rita Baga. Rita Baga qui est une drag queen qui a joué dans Drag Race Canada. Truc important à savoir sur Rita Baga, elle n'a pas le COVID. Elle n'a pas le COVID. Je dis ça parce que tout le long du podcast, elle renifle, elle fait « C'est pas le COVID ». S'il vous plaît, commentez pas ça. C'est simplement qu'elle travaille très, très fort et parfois à l'extérieur. Elle a pogné un rhume. Elle s'est fait tester, elle n'a pas le COVID. Je veux pas ça comme message. Sinon, j'ai adoré mon expérience avec elle. J'ai beaucoup appris. J'ai crié qu'elle a un big dick energy. J'aurais pas dû. C'est une erreur. Je devrais, en général, arrêter de dire aux gens qu'ils ont un big dick energy. Malheureusement, je vais continuer. Sinon, merci de vous abonner au YouTube. Merci de vous abonner à mon Patreon. Je vous aime beaucoup les Patreons. Merci de vous abonner à ma page Facebook, ma page Instagram. Je vous aime beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec une personne glamour, Rita Baga. Oh, ouais. Salut, comment vas-tu? Ça va, pandémie, mais ça va. Comment tu vis la pandémie? C'est comme un apprentissage, hein? On est dans l'inconnu, fait que je la vis, je m'adapte, hein? Je me réinvente. Je suis les consignes, je me réinvente. Voilà. Juste avant de commencer le podcast, je veux m'assurer de ça. J'ai oublié de le faire plus tôt. C'est quoi tes pronoms? Comment tu veux que je m'adresse à toi? Quand je suis en créature, on dit une créature. Donc, je vais dans le féminin. Mais on peut dire un clown aussi. Fait que... Par contre, en Rita, habituellement, c'est plus dans le elle, she, elle. Pas elle, she, là, mais she in English et elle en français. Génial. Je veux commencer dès le début. Tu es né où et en quelle année? Je suis né à Longueuil. Par contre, j'ai jamais habité là, merci, en 87. OK. Et comment ta jeunesse pour que t'es évacué du vagin de ta mère et ensuite, où c'est que tu t'es retrouvé? À Boucherville. Qui est pire que Longueuil. Neuf. Je te demande pardon! Je suis une fière Bouchervilloise d'origine. 450 represent. Merci. OK, très pop, génial. C'était comment ta jeunesse? Est-ce que tu bougeais? Est-ce que tu es resté longtemps à Boucherville? J'ai déménagé beaucoup parce que mes parents, je crois que se sont séparés que j'avais moins d'un an. Fait que c'était la garde partagée. Là, je bougeais beaucoup d'une place à l'autre. Et ma mère avait le syndrome de j'aime pas ça m'habituer à rester à la même place plus qu'un an et demi. Fait que je pense qu'on a compté là, avec ma sœur l'autre fois, on a déménagé à peu près 18-19 fois là, pendant ma jeunesse, mais toujours dans les eaux de Boucherville. D'ailleurs, une fois en face de où est-ce qu'on habitait aussi. Ça, c'est quand même assez drôle. Pardon? Ouais, ben oui, ça avait l'air plus beau, l'appartement en face. Fait qu'on a déménagé l'autre bord de la rue en face. OK. Ta famille T'es un artiste, fait que ta famille me fascine. Commençons par ta mère. Ta mère a l'air d'être assez spéciale. Oui. Comment était ta mère? Ou comment spéciale? Ma mère, là, c'est ce qu'on entend souvent par une petite madame. Hein? Déjà, elle est petite. Elle a l'air d'une belle petite madame. Et travaillait encore, d'ailleurs, pour un service de garde scolaire. Et en fait, là, maintenant, elle est surveillante au secondaire. Oh mon Dieu, c'est la quintessence de la petite madame! Oui. Même son métier, petite madame! Mais quand même, une attitude très douce. On n'entend pas quand elle parle très doucement, comme ça. Elle est ricaneuse parce qu'elle couche à 8 heures tous les soirs. C'est à peu près elle, ça. Génial. Comment est ton père? Mon père, c'est un bonhomme, hein, dans La Petite Madame et le bonhomme. Travaillé toute sa vie dans la construction, une compagnie de découpage par jet d'eau. Et c'est un entrepreneur. Là, il est comme semi-retraité. Il a fermé son entreprise, mais il fait encore quelques contrats. Quelqu'un d'assez ouvert et artistique, je dirais, là. J'aurais jamais cru ça d'un gars de construction. Et c'est lui, la fibre artistique, pardonne-moi, ça viendrait de ton père? Ouais, puis on s'attend pas à ça en le regardant. Ben non. C'est vraiment, tu sais, en plus, là, il est comme dans une phase rebelle avec une barbe à la ZZ Top, là, un peu, mais sinon, toujours une attitude de bonhomme, de je travaille dans la construction, parle lentement, s'intéresse au sport aussi, matériaux de construction, mais toujours dans un processus artistique. Donc, c'est ça qui est surprenant quand tu apprends à le connaître. J'aurais jamais cru ça. Wow! C'est quelque chose. Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents? Je m'entends bien avec mes deux parents. Ouais, j'ai cette chance-là. Wow! C'est rare chez les artistes.
Ouais, ben on est 4 chez nous, en fait. C'est comme une famille reconstituée. Deux personnes qui s'identifient femmes, 2 personnes qui s'identifient garçons. Et ça a été 2-2. Donc, mon père en a 4, ma mère en a 2 là-dedans. Et on est tous différents, mais je pense que le fait qu'on soit 4 personnes différentes, ça l'aide à avoir une certaine ouverture. Ah, bien sûr, ben oui. Mon père a toujours été dans le mood, si je vais voir le plus jeune jouer au hockey, ben je vais voir le plus vieux faire une gig dans un bar à Bien-Madame. Pour lui, c'est la même chose. Là. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, c'est pas tout le monde que... Même moi, j'ai pas le droit à cette ouverture-là. Wow! Et comment ça a commencé, ton amour pour cette culture-là? C'est quand la première fois que tu t'es habillé en femme? Bon, tout d'abord, je vais te reprendre tout de suite. Là, habiller en femme et faire de la drague, c'est 2 choses différentes. Génial. Je sais où est-ce que tu veux t'en aller avec ça, mais la première fois que j'ai exploré le monde de la drague, en fait, de façon non professionnelle, ça devait être une Halloween, probablement. Je pense qu'en 3e année, j'étais habillée en madame. Là. Et tout de suite après m'avoir costumé en papa de la petite vie, là, pour te dire à quel point que je suis une personne stable. Et... sinon, à un moment donné, je crois que c'était à ma fête de 18 ans, je suis sorti en vraiment guidoune, là, un peu à la Paris Hilton, au Cabaret Mado, mais ça m'interpellait pas. Ça, j'avais des amis qui en faisaient, puis j'avais beaucoup de préjugés associés au milieu de la drague. Et je me disais, non, c'est pas pour moi. Puis finalement, je l'ai fait pour la fête d'une amie drague qui m'a comme challengé. Et je me suis rendu compte, ben oui, c'est pour moi, finalement. C'est quand même curieux parce que quand même, d'un côté où tu dis que c'est pas pour moi, t'as un côté où tu juges ça, mais t'as un côté où tu traînes dans cette culture-là. Parce que pour quelqu'un qui juge ça, tu te vas quand même dans un bar de drag queen. C'est quand même curieux, c'est quand même drôle. Ouais, mais je pense que ça, cette espèce de stigmatisation-là avec les dragues, on le vit tous d'une certaine façon quand on est dans les communautés. Parce qu'on voit beaucoup les dragues comme des mascottes ou comme des personnages qui font partie intégrante de nos communautés. On n'a peut-être pas nécessairement envie de dater une drague ou de s'essayer à faire de la drague. T'sais. Donc, il y a un petit clivage qui se fait, là, qu'on se dit c'est pas pour moi, à plein de niveaux. Puis moi, c'était plus dans le sens que j'étais en train de faire mes études, puis je me disais, bon, ça, c'est associé au monde de la nuit, l'alcool, la drogue, ça m'intéresse pas. Puis j'avais vraiment mis ça dans la catégorie « ça arrivera jamais » dans ma tête. Là. Ah, wow! Ouais. Est-ce que tu sens... À quel moment tu t'es assumé? À quel moment tu as fait « j'aime ça, je suis bien là-dedans » ? Ben, je me suis fait prendre au jeu. Vraiment, c'est la fois que c'était pour l'anniversaire de ma copine, Dream, pour la nommer. Sur la scène, j'ai comme réalisé, coudonc, c'est un amalgame de plein d'affaires que j'aime, là, faire de la drague. Là. Être sur une scène, performer, porter des costumes excentriques, avoir joué aussi, donc avoir une personnalité que tu as créée. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un petit déclic là, de OK, peut-être que finalement, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Puis avec les années, je n'ai fait des essais-erreurs, beaucoup plus d'erreurs que d'essais. Et c'est là que la piqûre... en fait, la piqûre, je l'ai eue la première fois que j'ai été vraiment en drague. Là, c'était un makeover. Là. J'avais plein d'amis qui m'aidaient puis tout. Puis c'est vraiment cette fois-là que ça a fait... Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Là. Je pense qu'il y a quelque chose. OK, comment t'es devenu, en guillemets, professionnel? Comment tu t'es dit... Yo, fuck mes études. Je fais ça. Ben, en fait, j'ai jamais dit fuck mes études. Je me suis rendu à faire ma maîtrise pendant que je faisais de la drague. Okay. Commençons par ça. C'est quoi tes études? En quoi t'étudies? Ben là, j'ai un bac en relations humaines avec un certificat en études ethniques puis une maîtrise en développement touristique. Donc, c'est ce que j'ai fait tout en ayant une job de jour et en étant drague le soir aussi. Wow. C'est comment que j'ai fait. Tu dois te demander. J'ai juste besoin de dormir 3-4 heures. C'est ça le secret. Je suis comme la Grégory Charles des dragues, mais avec 2 sourcils. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es chocolat? Comme Grégory Charles? Sa meilleure chanson, c'est Chocolat. C'est très cochon. Ah, ben moi, j'adore son premier hit, là, And I Think of You. Là. Des fois, je suis dans la lune, puis je suis là, And I Think of You. Time goes by. C'est tout ce que je sais de la toune, mais je l'aime. Voilà. Ah, génial! Alors, tu faisais ça en même temps? Ouais, je faisais ça en même temps, ce qui fait que j'allais des fois faire mes cours très tôt, à 9h30 ou même quand je suis au cégep, je pense à 8h30 les premiers cours, avec des fois juste un sourcil bien démaquillé. Puis j'ai traîné, je pense, la première fois que j'ai mis des glitters, j'en ai eu pour 3 ans avant d'enlever le dernier qui restait là, ancré dans un port de peau. Et c'est drôle parce que
quand j'étais à maîtrise, je me suis dit, OK, là, c'est sérieux, là, je fais des études de 2e cycle. Je m'étais dit, je ne vais pas en parler à personne. Et je faisais même un effort pour me démaquiller plus que d'habitude, là, pour pas que personne remarque. Puis à un moment donné, la plupart, là, quasiment le 3/4 de mes collègues d'études sont arrivés au Cabaret Mado une soirée que je travaillais parce qu'ils savaient que j'en faisais, mais comme j'avais jamais initié la conversation, ils pensaient que je voulais pas en parler du tout. Fait qu'ils ils ont comme fait un genre de coming out en allant là pour dire, ben on le sait, là, puis on est content, on est contente, fait qu'on est venu te voir en show. Puis à partir de là, ils sont venus souvent me voir en show. Et encore aujourd'hui, elles viennent. Ah, c'est doux, je trouve ça très doux. Comment on vit avec la stigmatisation de ce que tu fais? Parce que tu précisais, là, dans quel milieu? Mais commençons par Montréal. Mais déjà, ce que tu fais, il y a dans des pays où tu vas te faire tuer. Ouais. C'est quand même fou, là. T'as un art qui plus que 70. Oh, wow. Ouais, juste être ouvertement dans la diversité sexuelle et de genre, là, c'est passible de plein d'emprisonnement, de peines diverses allant jusqu'à se faire tuer, là. Jusqu'à la peine de mort, c'est ça, dans plus que 70 pays. Donc, être une créature comme ça, quelque part, c'est un privilège aussi de pouvoir le faire, d'avoir cette liberté-là ici, là. Wow. Puis aussi, tu me dis si je me trompe, dans l'histoire des droits gays, des droits homosexuels, les drags, les transsexuels, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence là-dessus. Je crois que c'est... la Pride, ça vient d'une manifestation de drag queen, non? Ou... c'est pas pire, t'es pas pire quand même. Explique-nous, s'il te plaît, parce que t'es plus intelligent. En fait, ce qu'on vient maintenant comme étant la fierté ou tout ce qui est relié là, à l'émancipation des communautés de la diversité sexuelle et de genre, effectivement, c'est beaucoup en référence aux événements de Stonewall, il y a 51 ans, qui c'était à New York, c'est bien ça? Oui, Stonewall à New York, donc qui était un bar trendy dans lequel il y avait beaucoup de gens des communautés, particulièrement des personnes racisées, des personnes trans et des gens de la communauté fétiche. Et il y avait souvent des descentes policières là, à cet endroit-là. Puis à un moment donné... violente. Disons qu'à l'époque, les descentes policières, oui. C'était accepté socialement qu'ils pouvaient se faire battre comme les gens là-bas. Là. C'était... Ouais, on peut dire que c'était accepté socialement parce que c'était ça les mœurs de l'époque. Et en fait, une personne qui s'identifiait femme ne pouvait pas porter de vêtements masculins et vice-versa de ce qu'on entend comme étant masculin. Donc, il y avait souvent des descentes pour ces raisons-là, juste en se fiant à l'apparence. Puis à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui étaient menées, entre autres, par des personnes trans racisées qui ont dit ça suffit et il y a eu des violentes altercations. Puis à partir de là, c'est ce qui a ouvert, dans le fond, un peu tout ce qui est les luttes contemporaines qu'on connaît. Et c'est pour ça que pendant longtemps, ça a été les dragues et les personnes trans qui ont ouvert les défilés, qui étaient autrefois des marches à saveur plus politique. Maintenant, avec les années, c'est devenu soit des festivals ou encore des défilés avec des chars allégoriques, mais l'essence même, là, c'était une révolte. C'est ce qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces défilés-là sont un peu plus... sont moins politisés? C'est-à-dire qu'il y a des politiciens qui s'y associent, mais qui sont pas vraiment politisés par rapport à ça, ou que les marques s'y associent. Comment tu vis par rapport à ça? Que Desjardins commandite, disons, un char. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, j'ai une opinion assez... En fait, je suis mitigé là-dessus parce que autant que je me dis, c'est pas ça l'essence d'une fierté, c'est pas ça la revendication même là, du mouvement, de la libération des droits, tout ça, que d'un autre côté, je me dis, si une grande corporation est prête à faire le statement de marché et de dire non, pas juste à ses employés, à son staff, que le support est là, puis une démonstration physique là, quand tu assistes et quand tu participes à un défilé, mais au reste du monde aussi, que tu te places et que tu... c'est plus qu'une revendication, c'est que tu fais quelque chose. C'est vraiment un statement, donc pour ça, je trouve ça super pertinent, mais en même temps, je peux comprendre les groupes plus marginaux qui trouvent que c'est trop loin de la revendication d'origine et que si tu fais pas partie d'un groupe communautaire, tu devrais pas être dans le défilé. Donc, je suis mitigé par rapport à la question parce que je comprends et j'entends les deux réalités. Puis je pense aussi la même chose dans les deux.
Je pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse à cette question-là. Puis aussi, tout ce qui entoure les fiertés, bien souvent, le fait d'avoir des corporations qui sont incluses, bien, ça permet d'amener du financement qui, par rapport à ça, après, va aider ultimement des organismes communautaires. Donc, c'est une espèce de cercle là, où est-ce que, d'un côté, on se dit... En fait, c'est une codépendance, pratiquement. Oui. C'est ce qui rend ça un petit peu particulier. Aussi, j'ai lu un tweet que j'ai trouvé très pertinent. Il y avait beaucoup pendant la Pride de cette année ou la précédente, où on se plaignait comme, voyons donc, une banque a une banderole a le drapeau gay, qu'est-ce que ça peut bien faire? Puis lui avait dit, moi, là, à 11 ans, si j'étais marché au centre d'achat et j'avais vu qu'une banque s'associait à ça, ça m'aurait fait tellement de bien. Il y a quelque chose de peut-être super beau que ça soit normalisé. Parce que oui, en fait, démocratiser la fierté, puis de rendre ça accessible. Puis je pense aussi à tous les gens qui sont pas, qui habitent pas, par exemple, au centre-ville de Montréal. Des gens qui sont plus en région ou en milieu plus éloigné qu'une grosse métropole. Voir ça, c'est je pense qu'il y a 2 inspirant. ou 3 ans, il y a un garçon à Montréal qui s'est fait battre avec son chum dans un bar en banlieue de Québec. C'est pas... c'est quand même la métropole de notre province, là. Ouais. Puis en fait... Pas la métropole, plutôt la province, la capitale. La capitale, mais ça arrive à Montréal, il y a encore des incidents homophobes, transphobes, surtout qui arrivent. Puis on n'entend pas souvent parler, mais c'est une réalité quand même. Que, tu vois, tu me dis ça, je savais pas. J'étais convaincu que vu que c'était pas dans la presse, ça n'existait pas. Ben, ça existe. Ça existe, malheureusement. C'est pour ça que souvent, je dis à ceux qui posent la question pourquoi il y a encore un défilé, quand là, à Montréal, on a atteint plein de choses, ben la première raison, c'est qu'on marche pour toutes les places qui ne peuvent pas marcher dans le monde, pour les plus de 70 pays qui ne peuvent pas le faire. La deuxième, c'est que ça arrive encore. C'est plus juste des événements isolés. Il y a certains... parfois, c'est internalisé, cette homophobie, cette transphobie, cette biphobie-là, cette lesbophobie. Il y en a encore beaucoup. Wow! Comment tu as su? Comment c'est arrivé? Quand est-ce que tu as su que tu faisais partie de cette communauté-là? En fait, moi, j'ai jamais pensé que j'en faisais pas partie. Je prends plus ta question à l'inverse. Du plus loin que je me rappelle, j'ai jamais eu... je m'identifie homme et j'ai jamais eu d'attirance physique ou émotionnelle pour des gens qui s'identifient femmes ou quand j'étais plus jeune, pour une jeune fille. Je sais pas, c'est jamais arrivé. Puis je pense que c'est sûr qu'avant la puberté... il n'y a pas de désir sexuel ou d'envie sexuelle, tout ça, mais je savais déjà, j'étais très jeune, je me rappelle, on écoutait Coup de foudre en famille. Puis j'avais dit à ma mère, il y a des beaux yeux, le monsieur, puis elle avait vraiment été choquée que je dise ça. T'es comme, voyons donc, on dit pas ça en parlant des gars, tu sais. Puis ça m'avait surpris. J'ai dit, voyons, je peux bien le dire, tu sais. Puis j'ai compris après, là, qu'elle a vu ça comme un petit signal, puis que, tu sais, dans son cœur de maman, elle pensait bien faire, puis que si elle bloquait ces portes-là tout de suite, ça n'arriverait pas, parce que c'est plus complexe quand tu es dans la diversité, tu n'es pas dans le standard de la société, puis c'est des choses qu'on comprend après, là. Mais sur le coup, j'avais plus été choqué, puis ça m'avait fait réfléchir. En coudonc, ça a l'air que les petits gars, on peut pas parler des messieurs ou des gars, t'sais. Puis quand est-ce que tu t'es dit « fuck that », moi j'aime ça? Écoute, je pense que j'étais... Je sais qu'à ma dernière année du secondaire, c'est là j'ai dit à toutes mes amies, ouais, là, tu sais, maintenant que je suis rendu là, dans ma vie, dans mon cheminement, quand je m'en vais au cégep, là, je pense que c'est le temps que je vous dise que j'aime les garçons. C'est un genre de coming out. Avec ma mère, j'ai jamais eu besoin de le faire. Je pense qu'on n'a même pas jamais eu de grosses conversations sérieuses à propos de tout ça. J'ai plus vécu avec elle, puis je pense qu'elle savait. Là, tout ce qu'on entend souvent comme cliché d'une mère qui peut se demander si son fils est dans la diversité, j'étais pas mal toute là-dedans. Là. J'aimais pas les choses que les autres petits gars de ses amis aimaient, par exemple. Mes 2 parents essayaient de me faire du sport, ça me tentait moins. Quoique beaucoup de gens de la diversité qui sont dans le sport. Là. Je vais juste dans le large stéréotype et cliché. Là. Oui, puis on fait des liens ensuite. Oui, on fait des liens ensuite et c'est vraiment là que ça s'est passé, mais ça veut pas dire que j'ai pas tenté le terrain avant, là, quand même. Le terrain ou le contracteur.
On sait pas. Je te laisse choisir. Et c'est comment est-ce que c'est facile pour toi, tomber en amour avec des hommes? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que... Ben, je viens de Boucherville, j'en ai parlé tantôt. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de village à Boucherville où il n'y a pas... puis je m'en rappelle, j'ai vu une fois à Boucherville quand j'étais jeune, 2 hommes qui se tenaient par la main. Puis moi, j'ai un oncle gay, là. C'est une réalité que je connaissais, mais j'étais bien fasciné de l'avoir vu à Boucherville. Et ça a pris que, à l'âge de 16 ans, je décide de sortir dans le village, aller voir c'est quoi un bar de la diversité. Cette soirée-là, je suis tombé sur Miss Butterfly, qui est maintenant un très bon ami, une drague. Et c'était la première fois que je voyais une drague de proche. J'étais traumatisé. J'étais comme, oh mon Dieu. Puis elle avait un gros nez, elle en plus. Mon Dieu. J'étais bien traumatisé. Et puis je trouvais qu'elle buvait beaucoup. Je comprenais pas je comprenais pas comment ça fonctionnait, là, disons. T'sais. Puis je comprenais pas non plus qu'elle arrivait de nulle part. Elle sortait d'une porte, elle arrivait sur la scène, elle se dandinait de façon sensuelle, puis le monde criait. Je catchais pas là, comment ça fonctionnait. Là. Et en tout cas, c'est vraiment là qu'il y a eu un déclic, puis il a fait comme, je me sens bien là-dedans. Je voyais des gens différents. Je voyais des choses que je voyais pas à Boucherville. Je voyais des 2 femmes qui marchaient ensemble, des gens qui s'embrassaient. Je commençais à sortir de temps en temps. Puis là, j'avais des discussions avec des personnes trans. C'était pas une réalité que je connaissais. Fait que ça s'est vraiment passé entre 16 et 18. Puis je pense qu'à 17 ans, je suis parti en appartement après aller au cégep à Longueuil, mais j'habitais à Montréal, je le spécifier. Et là, j'ai déménagé avec une amie. Après ça, est arrivée la fête de mon ami drague. Là, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, j'ai déménagé avec 3 drag queens. Fait que là, j'étais directement dans le hotspot. Je veux tout savoir de cet appartement avec 4 drag queens. Eh mon Dieu, on a beaucoup de choses qui se sont passées dans cet appartement-là. Écoute, en partant... T'as un sitcom en passant. Si jamais tu manques d'argent, tu vends ce sitcom-là. Mais vas-y, je t'écoute. Je manque pas d'argent, mais j'en accepte toujours. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. J'aime que je te garoche que t'es voilà, pauvre. Je prends tout. D'ailleurs, l'emplacement était magique. C'est au coin de Désérable et Beaubien. Au-dessus d'un magasin de souliers, pas de voisins, 2 terrasses, un balcon, chacun sa chambre. Il y avait 4 chambres. Un corridor, 4 chambres, le salon, la cuisine. Et c'était un appartement de party. Là. On avait, je sais même plus, tous les États que j'ai visités dans cet appartement-là, dans les États dans lesquels j'ai été aussi. C'était très festif. C'était très festif et on découvrait l'art de la drague ensemble. On commençait à travailler au cabaret Mado. On commençait à faire un petit trio que Mado appelait les 3 Stooges. Parce qu'on avait vraiment 3 shapes différentes. Là. La grande Meg, moi j'étais la moyenne boulotte, puis t'avais la petite grosse. C'était comme les 3 ensemble, là, c'était beau à voir. Ça rappelait quand Mado avait commencé aussi. Et c'est là qu'on a exploré dans cet appartement-là. Génial. Mon sujet de prédilection, en tant qu'ex-toxicomane, la dope. Fait que qu'est-ce que quelle drogue tu prenais à l'époque? Dans cet appartement-là, en fait, on était des poteux. On était vraiment une gang de poteux. Et là, on était souvent partis là, sur... C'est drôle à dire, mais mettons, on fume un bat puis on écoute C'est à ton tour, le rock à Dieu. Fait que là, je sais toutes les répliques. Où on écoutait mon ancienne coloc de l'époque, Marla, adore les émissions de bouffe. Fait que là, on était abonné à Food Network. J'ai tout écouté, les crises de Cupcake War, des affaires de même. Là, je sais tout. Là. Si j'aimais ça, faire de la cuisine, là, je serais probablement la reine du cupcake. Là. Et on se faisait on avait comme un ventilateur avec des pales, là, puis on avait accroché des joints dessus. Fait que là, les gens, quand ils arrivaient, des fois, ils pouvaient juste décrocher un joint de la pale, puis ils fumaient. Ouais, c'était assez flou, cette période-là. Là. Puis on avait fait un mini-bar dans le salon avec une espèce de tissu en zèbre, puis on a tellement fumé dans le salon que le tissu était rendu jaune et zèbre, finalement, à la fin. Ouais. Génial! Ouais. Puis, tu vois, maintenant, le pot, ça me fait plus pantoute, là. Je prends 2 puffs, puis je suis gelé pendant 2 ans. Fait que, t'es peurant pareil, hein? Est-ce que tu penses qu'il est rendu trop fort ou t'en as tellement fait que ça
bouger des trucs dans ta tête? Ben, j'en prenais déjà moins que mes colocs de l'époque. Et je pense que j'ai toujours... en fait, là, les espèces de tomber dans un état second, peu importe la drogue ou l'alcool que tu prends, j'ai toujours été quelqu'un qui saoulait facilement, qui gelait facilement. Puis d'ailleurs, je fais souvent le gag de 2 Advil ultra fortes. C'est trop pour moi, là. Je viens comme... Moi, le Benadryl, là... Écoute, je pars. Voyage astral. Là. Et après ça, j'ai été un bon bout, au moins 4-5 ans que j'ai pas rien fumé. Puis je pense qu'il y a 2-3 ans, j'étais dans un party, puis mes amis étaient là, OK, on prend une puff comme dans le temps, puis nanana. Puis Seigneur, finalement, ça a viré en trip de bouffe dans un plat de Skittles. Ouais, ça, c'est une autre histoire, là, mais c'est tout aussi grandiose. À l'époque, est-ce que tu performais gelé? Non, parce que quand j'ai commencé, je performais pas. J'étais engagé par Mado pour faire le party. Fait que je buvais et en gros, c'était ça. Là. J'étais une Hooters girl. J'étais payé 25$, 5 drink tickets. Puis souvent, je repartais de là avec mon 25$, mes drink tickets, mais complètement saoul et gelé parce que c'était dans le temps, il y a 14 ans, où est-ce que les gens sortaient pour rencontrer. Il n'y avait pas d'application. Les bars étaient tout le temps pleins. Et c'était un gros party. Il y avait 300 personnes en dedans. Ah ouais, shooter par-ci, shooter par-là. Ah, fume un bat. Puis on pouvait fumer la cigarette à l'intérieur à l'époque aussi. Et autre chose. Fait qu'ah ouais, prends une puff là. Là, je finissais complètement destroy. Et je t'ai réengagé à chaque semaine. Voilà. C'est ça, mon début de carrière. Les gens sont comme « Ah, t'as commencé dans les bonnes années. » Oui, mais je m'en rappelle pas complètement non plus. Là. Mais voilà, j'en revois des photos des fois, puis je suis comme « Ouais, c'était expérimental cette époque-là, là, quand même. » J'avais pas besoin de me changer. Je faisais un look. Puis souvent, les trois, on faisait un look qui match. Mettons, on se faisait un terme. OK, la ferme à Mathurin. Fait que là... Il y en a une qui s'habillait comme en inspiration zèbre. Moi, j'étais en inspiration cochon. Puis l'autre, elle se mettait en porc épic. Puis là, on passait la soirée à danser ces petits cubes ou sur le coin de la scène. Puis là, le monde, « Ouais, les Stooges! » Puis là. Ouais, la belle époque. Yo, c'est donc bien cool! Ouais, la belle époque. Wow! Et c'est quoi ton alcool de prédilection? La vodka. Let's go. Et en fait, maintenant, je suis plus péteuse. Là. J'adore les bulles. Et le fireball. Ouais. Le fireball. Le fireball et les bulles. C'est pas mal ça que je bois. J'ai horreur du Jack, la tequila. La tequila, je la sens, je me sens pas bien. Fait que tu dois haïr ça, toi, maintenant, avec la pandémie. Tout ça en tequila. J'haïs ça. Oui. Ah, Puis ouais. en plus, on est tous rendus des experts et expertes en gel. En gel, hein? On rentre tout à quelque part, puis... ah non, celui-là est plus liquide. Ah non, ouf, celui-là il est collant. Ouf, ça sent le citron. Non, ça sent trop fort, celui-là. Ah, ça c'est une bonne batch. Ah, on va prendre une photo, voir. On est comme rendu vraiment tout dans l'expertise du Purel. C'est bon! Je me demande si c'est un phénomène. Est-ce que dans la vie amoureuse, dans la vie de dating, tu vis c'est un peu tough être une drague? Parce que peut-être que, est-ce que tu as un fétiche? Et deux, est-ce que tu y a bien des hommes qui font je suis prêt à passer la nuit avec toi, mais pas être vu avec toi ou pas du tout? Ben, j'ai été longtemps célibataire. Félicitations. Et oui, c'était pas par choix. Par contre, là, disons que j'arrivais pas à connecter avec du monde émotionnellement, je te dirais. Et aussi, j'avais, je pense, un certain standard. OK, mais que j'aille mon premier vrai chum, là, il va être de même. Tu sais, je m'étais fait comme une espèce de wish list. Ça me prend ça. Puis là, j'avais eu une petite amourette à m'amener pendant 6 mois. Et après ça, j'ai été en couple pendant presque 5 ans avec une autre drag queen. Ah, cool. Qui s'est arrivée de façon un peu drôle. Là. C'est une drag que je trouvais de mon goût sans maquillage, que ça faisait des années que j'essayais de flirter avec, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, ça a marché. Puis ça a duré quasiment 5 ans. Puis après ça, j'ai été très peu de temps célibataire et on parle de quelques mois. Puis là, ça fait un petit peu plus qu'1 an là, que je suis avec la même personne qui n'est pas du tout drague, mais qui travaille dans le milieu de la diversité sexuelle et de genre. Donc, l'ouverture était là.
quand Ah, même. génial! Ah, je suis heureux d'entendre ça. Mais je te dirais que c'est pas le cas de la majorité de mes collègues. Là. Souvent, ce que je vous disais en début, là, que les drags, on est des mascottes, on est dans une autre catégorie, on le ressent encore aujourd'hui. Là. Il y en a beaucoup de mes collègues drag qui essaient de dater puis qui se font dire « Ah non, moi j'aime ça les drag queen, mais c'est à la scène. » Ils veulent pas avoir ça entre guillemets, dans leur quotidien. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on travaille beaucoup dans des bars ou le soir, puis tout ça, c'est une autre dynamique. Là. Si toi, tu travailles de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis en fait, c'est un peu la même chose avec l'humour, j'imagine, ou ceux qui se produisent plus dans des bars ou qui font des spectacles le soir, ça peut être plus challengeant d'avoir une routine de couple quand tu travailles avec quelqu'un qui travaille dans un bureau, mettons. Fait que les gens associent beaucoup ça avec la drague. Et j'en ai là, des collègues qui rêvent d'être en couple depuis des années, puis qui vont sur plein de dates, puis c'est souvent ça qui fait que ça fonctionne pas. Ils te disent même pas au début qu'ils sont drague, puis quand ils te disent finalement, ah, ouais, mais ça marchera pas. T'sais. Oui, il y en a des belles histoires des gens, des dragues en couple depuis des années. Mais c'est plus souvent le contraire. Il y a beaucoup plus de drague célibataire qu'en couple. Ah non! Ça joue aussi... Tu crois que c'est vraiment par rapport au mode de vie plus que... Est-ce que ça dégage? Parce que moi, dans la communauté gay, il y a beaucoup de gays qui détestent les dragues qui ont une aversion pour ça. Ouais, ben c'est sûr que la symbolique d'être drague, c'est quelque chose. Mais quand on comprend aussi l'engagement que ça prend pour être une drague, tu sais, moi, si je fais un show, ça me prend pas 15 minutes de me préparer. Il faut que je prépare mon show. T'as raison. Puis, faut que j'aille pratiquer mes numéros. Si j'ai une chorégraphie, ben faut que j'aille des répétitions avec les danseurs. J'ai un mix musical à monter. Quand j'arrive le soir même, il faut que j'arrive minimum 1h30 avant le show, le temps de me préparer. Après ça, le spectacle fini, bien souvent, je reste pour rencontrer le monde. Si je suis dans le mood, je vais rester prendre un verre avec des amis. Fait que c'est un engagement qui est... C'est pas... j'ai le même spectacle tout le temps en plus. Là. Ça, il n'y en a pas de drags qui font toujours le même spectacle écrit ou qui roule avec ça. T'sais, c'est toujours le renouveau, donc toujours l'investissement de temps en plus d'un grand investissement financier. T'sais, donc, tu sais que quand tu t'engages avec une drague, il faut vraiment que tu aimes la personne parce que ça va jouer dans le couple d'une façon ou d'une autre. Un truc que je veux absolument te dire, c'est que sans le savoir, tu as un impact sur ma carrière. Eh Seigneur, révélation. Ouais, puis, un bon impact. Révélation. Quand je t'ai regardé à Drag Race, j'étais fasciné par le travail que tu fais. Ton métier est complet. C'est vraiment fou qu'est-ce que tu fais. Tu fais tes costumes, tu fais des chorégraphies, tu chantes, tu fais des jokes, tu es présent, tu es jugé. Puis quand j'ai vu ça, moi, j'ai plus le droit de monter sur scène avec mes feuilles. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre à ce que j'ai à dire. Je peux aller en t-shirt puis en jeans. Tu vas au moins apprendre ça. Fait que quand j'ai vu ta rigueur, j'ai fait... Si je vois autant de rigueur devant moi, la moindre des choses, c'est que j'ai un minimum de rigueur. Puis depuis ce temps-là, peu importe ce qui arrive, je monte plus avec des notes. Ben mon Dieu, c'est gentil. Ben là, tu vas trigger de Catherine Etier, là, par exemple, parce que de mémoire, elle a besoin de ses notes, elle. Mais chaque personne est différente. Ben moi, je suis différent de Catherine Etier, mettons. Oui? Une grande amie à moi avec qui j'ai fait le podcast, je suis plus, mettons, explosif, puis un peu plus bizarre, puis un peu plus... C'est plus... moi, quand je sur Catherine Etier, quand elle prend la parole, c'est wow, une chance qu'elle a un micro. Quand moi, je prends un micro, ce que je veux dégager, c'est pas normal que ce gars-là a un micro. Faut qu'il faut. C'est pas la même énergie. Voilà, faut enlever. Pourquoi il parle? Pourquoi aussi fort? Voyons donc. Moi, je dis souvent que mon énergie sur scène, c'est un peu comme quand tu prends le métro, puis il y a un itinérant qui se met à crier après tout le monde. Tout le monde fait seulement pas l'écouter, mais tu veux quand même écouter ce qu'il dit. Moi, j'ai cette énergie-là sur C'est scène. une très belle image. C'est une très belle image. Sautons dans le sujet. Drag Race, qu'est-ce qui s'est passé? L'itinérance. OK. Je suis d'accord. C'est aujourd'hui. Bon, veux-tu te parler de tes traumatismes d'enfance? Que penses-tu de l'itinérance? Toi, le conflit Israël-Palestine, en as-tu d'autres de même? Ben moi, je comprends pas pourquoi la Palestine n'a pas d'État, mais... Je vais prendre une gorgée d'eau. Mais comment ça c'est arrivé? Pour les gens, parce que bien les gens qui nous... Il y a beaucoup de gars hétérosexuels qui trippent ces jeux vidéo qui m'écoutent, fait qu'il faut que tu parles du début. C'est quoi cette chose-là? OK, là, je vais chercher un nouveau public. Bien sûr! C'est ce que t'es en train de me dire. Ouais? J'aurais pas dû dire que j'étais pas célibataire, par exemple. Hein? Les gars hétérosexuels là, qui jouent à des jeux vidéo. Ça te tente?
Ça me tente. Ouais, ça me tente. Ouais, mais ça sera pas aujourd'hui, ma belle. Non, OK. Fait que là, comment je suis arrivé là? C'est quoi la question? C'est ça? Oui. Ben là, écoute, ça fait des années là, que RuPaul's Drag Race, donc une compétition dans laquelle une douzaine de drags participent aux États-Unis, d'un peu partout à travers le pays. Et là, je crois qu'ils viennent de finir la 12e saison, donc ça fait quand même longtemps que ça roule. C'est une institution. C'est une institution. Il y a eu un peu plus tôt dans l'année la première mouture hors États-Unis qui était au UK. Et moi, ça fait 3 ans que je m'essayais pour faire la version aux États-Unis. Puis c'était clairement indiqué que si tu ne pouvais pas travailler aux États-Unis, tu ne pouvais pas le faire. Mais moi, je m'obstinais, je remplissais le formulaire, pareil. Et ils m'ont rappelé 2 fois quand même pour aller plus loin dans le processus. Et l'année passée, je ne l'ai pas faite. Puis ils m'ont appelé pour dire, vas-tu appliquer cette année? Fait que là, j'étais comme, bon, je pense que je suis dans leur mire. Et finalement, j'ai appliqué. Puis là, je vais faire une révélation. J'ai appliqué, j'ai fait mon tape. C'était un long tape, long processus. J'ai pas été rappelé. Puis peu de temps après, ils ont annoncé qu'elle allait avoir une version canadienne. Fait que là, tous les Canadiens et Canadiennes, on était énervés, peux-tu comprendre? Sauf que ça, c'est arrivé pendant le Festival Fierté Montréal, pour lequel je fais la programmation, qui ont fait le call qui était en processus de casting, puis j'avais pas vraiment le temps de faire la vidéo. Alors, j'ai pris ma version américaine, puis j'ai juste fait des raccords pour enlever tous les bouts qu'on parlait d'États-Unis. Et je l'ai jamais dit en entrevue, mais la production s'en est rendu compte, fait que je peux en parler. Puis... finalement, je l'ai envoyé comme ça. Puis après ça, j'ai eu un rappel. Puis c'était un long processus pour se rendre jusque-là. Et je me suis rendu à l'émission sans savoir qui allait être dessus. Puis ils tiennent vraiment à garder le plus de choses. C'est secrète, c'est normal aussi. Donc, même la participation, on devait pas le dire. Là. Donc là, j'haïs ça. Mais tous mes amis drag avaient appliqué dessus, puis tout le monde savait. À un moment donné, il avait dit, si vous n'avez pas eu d'appel dimanche avant midi, vous n'êtes pas dessus. Puis dimanche à midi 2, là, on a des groupes de discussion de drag, puis ça écrivait tout. Qui a eu l'appel? Puis là, personne ne pouvait le dire. T'sais. Et là, tout le monde essayait de me tester. Non, t'as-tu été appelé? Là, j'étais là, non, on n'a pas été appelé. Non. Et maintenant, on est parti pour faire le tournage. Et ça, c'était quelque part à l'automne. Mais ça, c'était secret. C'était secret. Tellement en colère d'entendre ça. J'haïs. Pourquoi ils vous font vivre ça? Parce qu'ils veulent pas que les gens sachent le cast avant qu'eux autres l'annoncent. Ils aiment ça entretenir le flou puis l'excitation générale. Il y a des rumeurs que... C'est super bon pour la santé mentale des artistes. Ah oui, c'est super bon. C'est pas des gens sensibles en plus, c'est paranoïaques. Et ça prend pas surtout beaucoup de mois avant qu'ils l'annoncent, une fois que c'est déjà tourné. Non. Et ce qui est drôle, c'est que j'anime à toutes les semaines. Ben, j'animais avant cette pandémie à toutes les semaines, les mardis au Cabaret Mado. Un excellent show, je suis allé. Merci. Et je n'avais jamais manqué de show. Puis, rigueur, félicitations. Merci. Sauf que là, les gens savaient qu'il y avait un tournage qui s'en venait. Puis je n'ai manqué un. Et là, ça a pas mal circulé. Bon, elle a manqué son show. Puis quand j'ai manqué... Dans la communauté, ça parle, hein? Ça parle. Puis quand je l'ai manqué un deuxième, là, je pense que ma gérante pourrait témoigner du nombre de fois qu'on lui a posé la question. Rita, elle doit être partie là-bas, nanana. Puis le code qu'on avait utilisé, c'était chalet. J'étais parti dans un chalet. Alors, elle me l'a fait, le code! Elle te l'a fait? Elle me l'a fait! Elle m'a fait à main! Oh mon Dieu! Puis qu'on est dans la même agence. Ah ben, tabar! Génial. Tu as dit ça. Ah, c'est génial! Mais c'est correct. Ben écoute, encore aujourd'hui, quand je parle, mettons... En passant, t'as une superbe agente. C'est pas Steph, là, mais t'as une superbe agente. Pas non plus que Steph avait jusqu'à après moi en disant « Oh ouais, c'est si bonne que ça! C'est pas Steph, mais elle, Christine, elle a connu l'appartement sur des érables, par exemple. Elle vient de battre Steph. Excuse-moi, Steph. Voilà. Fait que là, ça a duré quelques semaines, ce tournage-là. Après ça, un long moment avant l'annonce du casting qui a été mi-mai. Puis la première était le 2 juillet. Mais c'était tourné déjà, là. Ouais, on a tourné ça à l'automne. Okay. Ces shows-là, ça a l'air extrêmement compliqué à tourner. Je veux dire, c'est... En tant que télé-réalité, c'est sûrement la télé-réalité qui demande le plus.
peux-tu nous mettre en contexte? Parce que quand ils vous demandent des looks, vous ne les faites pas la journée même. Comment ça fonctionne? Bon, là, encore une fois, il y a des affaires qu'on peut dire et qu'on peut pas dire. Je suis très bonne en plus là-dedans. C'est moi, pas toi que toi, t'es génial. C'est la télévision. de se faire dire ça. Ben oui, mais Toi, t'es écoute, extraordinaire, moi, c'est la j'ai signé télévision. un papier, je respecte mon engagement. Je comprends. C'est la télé. Mais il y a des affaires qui sont publiques. T'sais, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont déjà dit, la production, puis d'autres gens dans des entrevues, c'est que ils nous donnent une idée de qu'est-ce qu'il faut qu'on apporte. Mais c'est pas précis, là. C'est vraiment, mettons, une thématique. Mais on sait pas dans quel cadre ça va être utilisé, parce qu'il y a aussi dans l'émission, chaque semaine, il y a un petit challenge puis il y a un grand challenge. Fait qu'on sait pas si un thème qu'il nous a donné va être pour un petit challenge, un grand challenge ou pour faire le runway. Donc, on sait pas. Là, on a droit à X nombre de valises. On amène nos affaires. Puis, au courant de l'émission, il y a aussi des grands challenges, des grands défis qui sont de créer toi-même ce que tu vas porter. Comme l'épisode 1 qui a commencé avec ça, qui était, tu as une boîte, tout ce que tu portes est dans la boîte. Tu as quelques heures, chez nous, un costume, puis croise tout ce que tu peux croiser pour que ça aille bien. Fait qu'on a un flou avant l'émission sur qu'est-ce qu'on doit préparer. Une fois qu'on est là-bas, on n'a aucune idée c'est quoi les challenges à l'avance, ni sont dans quel ordre, ni si c'est jugé individuellement ou en équipe, s'il fallait faire un challenge en équipe. On apprend tout pas mal en même temps que le spectateur, la spectatrice le voit. Fait que vous avez vraiment peur. Ben oui, puis je pense que ce qui a aidé que je me rende loin, c'est que je suis calme. Tu sais, ça l'aide dans ce contexte-là. C'est vrai que t'es calme. C'est pour très ça que tu calme. te démarquais. Oui, tes looks et ton talent de chant, ça c'était assez exceptionnel, mais t'étais très calme. Ben, je suis vraiment calme dans la vie. Et sur scène, ça t'aide. Tu réfléchis plus vite vu que t'es calme. Ben, je pense que oui. Tu étais là, t'as remarqué. Ben, je pense que ça... T'as un crowdwork extraordinaire. Merci. Mon Dieu, je vais t'engager pour me cheerer si à un moment donné, je file pas. Embarque. Non, ça passe, merci. À moins que j'appelle Christine, là, j'apprends que t'es au chalet, mais si tu vraiment le chalet, je sais pas. Ouais, là, si jamais là, je m'enferme à quelque part, là, je pense que le chalet, ça passe plus comme excuse. Ça passe. Ben oui, ça passe. On va trouver autre chose. Hey, mais là, aussi, j'aimerais mentionner qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais en désintox. Pardon? Ouais, mais je suis pas un grand consommateur de drogue, là. Non? Puis là, j'apprends ça. Oui, donc, quelqu'un qui vient souvent me voir en show, quand je fais des shows ailleurs qu'à Montréal, qui pensait que c'était vraiment ça. Tu sais, elle voulait me voir me faire une surprise, puis venir à un show à Montréal, puis elle a bien vu que c'était pas moi qui étais là. Fait qu'elle a demandé après ça aux gens, tu sais, est-ce que Rita est en désintox, tu sais? En tout cas, c'est un petit... c'est pas pour faire de blagues pour les gens qui ont des problèmes de consommation, mais c'est juste que je l'ai trouvé drôle parce que ça me concerne pas. T'sais. Fait que là, tout ça pour dire que... Excusez, j'ai la goutte au nez. Alors, tout ça pour dire que l'expérience du chalet, du tournage, puis de tout ce que ça l'amène des bonnes choses aujourd'hui. On est content. Je suis content que les gens aient vu ça. Mais le secret, c'est le calme. Hein? Donc, c'est mon secret pour me rendre quelque part dans la vie. Puis les gens autour de moi, souvent, me disent « Ça va-tu? Es-tu correct? » Parce que j'ai une face très neutre, tu sais. Là, c'est peut-être pas en ce moment parce que j'ai un peu de maquillage, une petite affaire, un petit peu d'eyeliner puis un petit peu de blush. Et fait que ça perturbe les gens que je sois calme. C'est curieux parce que je pense que ça perturbe les gens qui connaissent plus les artistes parce que le calme aussi, c'est avoir confiance en soi. Quand t'as confiance en tes capacités, t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de... Dans le fond, t'as un big dick energy. C'est ça que t'as? Je regarde ça. Un BDE, c'est ça? Ouais, t'as un big dick energy. T'as un gros pénis. En humour, c'est très rare. Fait que tu nous domines. Ben, c'est rare parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui crient, c'est ça, je comprends. Ouais. Là. En humour, on a des minuscules pénis. Et beaucoup de premiers rectiles. Beaucoup d'humoristes ont de la difficulté à performer parce qu'ils pensent que coucher avec une femme, c'est une prestation à la place des arts. Fait qu'ils bandent pas. Hey, j'apprends des choses. Moi, là, le monde de l'hétérosexualité, ça me fascine. Ça me fascine parce que j'ai l'impression d'être dans un nouveau monde quand j'entends des choses de même. Je suis comme, ouais. Puis des fois, tu sais, aussi, je travaille pour la fierté, je suis drague. Fait que ma bulle est très queer en général. T'sais. Fait que quand je rencontre des gens hétérosexuels, c'est un peu comme des hétéros qui sont dans leur cercle puis qui me rencontrent. J'ai ça, mais de façon quotidienne. Mettons, je fais une entrevue avec Marc-Claude Barrette, puis elle me pose une question, puis là, je me dis, ben voyons qu'elle me pose cette question-là.
Parce que dans ma tête, j'étais encore dans ma bulle de gens. Mais l'épouse de Mario Dumont est pas très queer. Non, mais très ouverte, par Très contre. ouverte. Fait que Très ouverte. c'est juste que des fois, puis j'ai cette conversation-là aussi avec ma gérance de faire des choses qui sont pas dans la bulle, puis que des fois, ça se peut que ça arrive, mais je pense que à quelque part, avec tout le focus que l'émission m'a amené, que l'émission m'apporte, c'est un peu comme si là, on met en quelque sorte ambassadrice de ce qui est plus... ce qui touche la diversité sexuelle et de genre, du moins le côté de la drague, tout ça, le côté de l'opulence, le spectacle qu'on voit peut-être moins dans les choses grand public. Donc, si c'est pour être ça mon rôle dans les prochaines années, je l'épouse, je l'accueille et j'accepte qu'il y a des questions, des fois que j'entends que je suis comme « Ah, ouais? Ouais. » Mais tu sais, par exemple, me faire poser la question tu la mets où avant un spectacle? Ça, je pense que... On a fait le tour. Va sur Google à un moment donné. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos qui te montrent comment faire même. Et ça, c'est si tu portes le péniche en plus. Si tu portes pas le péniche, t'as pas besoin de le cacher non plus, là. Pas besoin. Pas besoin. C'est cool que tu épouses le rôle d'expliquer tout ça parce que moi, souvent, mes amis, disons, arabes et haïtiens, des fois, ils trouvent ça plate quand ils sont avec plein de blancs. Puis il faut, oh mon Dieu, là, il faut que j'explique c'est quoi être haïtien à une bande de blancs un peu chauds dans une loge. Puis ils trouvent ça très, très, très lourd. Est-ce que des fois, tu as la même lourdeur ou pas du tout? Tu te dis, c'est un rôle, puis c'est normal. Puis... Il faut dire aussi que là, on parle de choses qui touchent la drague, la diversité sexuelle et de genre. Je pense que les personnes racisées, cette espèce de rôle-là d'être ambassadeuristes de qui ils sont est beaucoup plus lassant que le mien de parler de drague. J'ai pas du tout la même expérience de vie qu'une personne racisée. Et je peux comprendre que d'être tout le temps le porte-parole de la diversité quand il s'agit de ton identité au niveau de ton ADN, c'est pas la même chose qu'un métier fabuleux que j'ai choisi, mettons. Fait que je peux comprendre que c'est pas tout le monde on n'a pas toute la même réalité, les mêmes expériences non plus. J'ai déjà dit ça à un ami arabe. J'ai fait, je comprends ce que tu vis. Moi, je trouve ça vraiment tough quand j'explique à ma famille c'est quoi être humoriste. Puis il m'a regardé et il a fait, ouais, c'est pareil, tu penses? Puis là, je me suis fait ma gueule. Non, j'ai pas fait ma gueule, j'ai parlé plus fort. Puis il m'a dit d'arrêter de parler. À un moment donné, tu vas apprendre peut-être. Ouais. Je te le souhaite. Je le souhaite pour les autres. Si tu veux passer 50 ans, là, je te le souhaite. Sinon, merci, bonne vie. C'est vrai que la plupart de mes amis me disent, même, à chaque fois, j'ai un ami qui me dit, à chaque fois que je te vois et t'as pas un or ou un noir, je suis surpris. Ça s'en vient. Mais t'as une belle ouverture. J'essaye. Ça compense là, pour petit côté plus niais par moment, peut-être. Là. Oui. Par moment. C'est comment t'en as discuté sur les réseaux sociaux avec Drag Race? C'est très populaire comme show. C'est gigantesque, il faut le savoir. On est très, très loin de... Disons... bref, c'est un très gros show, là. Je trouve pas de comparaison. Et t'as vécu de la haine. On t'a attaqué sur Internet. Comment t'as vécu ça? Juste faire un show et te faire dire... Vivre des choses horribles sur Internet, lire des choses horribles à ton sujet. J'étais quand même bien préparé au début de l'aventure parce que, étant fan de l'émission, j'avais déjà lu ça, que ça arrivait aux 3/4 des participants et que souvent... Le fandom, là, la base de fans qui regardent l'émission change de préféré en cours de route aussi. Fait que quelqu'un peut vivre l'adulation, l'adoration, puis passer à la haine assez rapidement, soit par une phrase, un look ou un événement dans le cadre de l'émission qui ne plaît pas. Ou le montage. Ou le montage aussi. Donc là, ça, j'étais préparé à ça. La première semaine, j'ai gagné et j'ai senti une grosse vague d'amour. En plus, j'ai gagné avec une boîte qui était Québec froid. Donc, j'ai senti que les gens du Québec qui regardaient ça et les francophones aussi, parce que j'ai répondu quand ils m'ont dit que j'avais gagné, merci. Puis c'était pas... c'était vraiment... C'était pas un statement. C'était moi qui répondais. Là, puis c'est ma langue maternelle. Fait que c'était vraiment connecté avec un moment émotif. T'sais. Puis j'ai senti que ça a touché beaucoup de gens. Puis oui, il y en a qui m'ont écrit ou qui écrivaient « Ah, méritait pas de gagner. » Mais j'avais reçu tellement d'amour que... Je me suis dit, on peut pas faire l'unanimité, puis c'est correct. C'est un petit peu plus tard dans l'émission que quand j'ai commencé à gagner contre des gens qui avaient eu l'unanimité pratiquement de la base de fans, que là, ça a été plus rushant parce que les gens m'écrivaient directement, puis m'identifiaient dans leurs commentaires pour être sûr que je le vois.
Et à un moment donné, j'ai même reçu des menaces, là, du monde qui me disait si je trouve où est-ce que tu habites, t'es morte. T'sais. Puis là, moi, je suis le lendemain, entre autres la semaine 6, que j'ai gagné pour la 3e fois, merci, que j'ai gagné. Bien là, je suis tellement content d'avoir gagné 3 fois. Mais je me réveille avec ça, tu sais, avec des messages de même. Puis je fais comme, ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'en parlais pas trop que j'en avais reçu des messages, puis que les gens faisaient ça, qui m'identifiaient. Puis là, j'ai décidé d'en parler et ça l'a changé drastiquement. Aussi, un des juges de l'émission a décidé d'en parler. Il a même supprimé son compte Twitter parce que lui aussi se faisait toujours taguer dans des choses. Et ben, ça a fini que la maison de production, pour la première fois, ont pris l'initiative de faire un communiqué de presse que même si on a l'air de personnages, on est des personnes, des vrais humains en arrière de tout ça, et que ça se fait pas. Tout le monde a droit à leurs opinions, mais tu vas pas envoyer des menaces ou partager ta haine directement. Le concept, c'est si ta préférée, elle gagne pas, mais va cheerer pour ta préférée. Va pas envoyer de la crotte à celle qui a gagné parce que t'es pas content ou contente que cette personne l'a gagné. Bien sûr. C'est juste ça. Puis là, on est dans un moment aussi avec la pandémie où est-ce que la santé mentale est super challengée pour beaucoup de gens. Avec le confinement, rester à la maison, avoir moins d'interactions. Fait que les gens sont très... Tu sais, l'Internet a pris une place encore plus grande et les médias sociaux dans les derniers mois. Fait que là, c'était rendu un tribunal pratiquement public de tout ce qui se passait. Et on a eu des super codes d'écoute. Ça a été dans 160 pays. On a été numéro 1 sur World of Wonder. Ça, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Donc, sur l'application de la compagnie qui produit, on a eu plus de codes d'écoute là-dessus que la version américaine. Et Vous étiez forte, on se le dit. On était fort. BBC 3 au UK, Zwing Zing, je sais pas trop quoi, en Australie. Ça a été partout, tu sais. Mais ça a fait un engouement qui était super intéressant quand tu tombais dans le côté favorable du fandom, mais vraiment moins intéressant quand les gens t'aimaient moins, entre guillemets. Fait que, avec le petit statement puis tout ça, ça l'a beaucoup changé. Et j'en parlais pas parce que je me disais, je vais me concentrer sur le positif, puis j'aime pas ça avoir l'air vulnérable. Je veux pas que les gens pensent que ça m'affecte, parce que j'avais peur qu'en le disant que ça m'affecte, ça allait en inciter d'autres. Que les gens font comme, OK, ça marche, là. Il envoie de la crotte, puis ça marche. Puis finalement, je pense que d'avoir mis 4 sur table, d'avoir dit, ben j'en veux plus de message de même. Puis j'ai même mon amie Ilona, qui était dans la saison, elle m'a tout fait mes settings sur mon téléphone, que là, les gens peuvent plus m'identifier. Puis c'est ça, tout a changé. Puis j'essaie vraiment de me concentrer sur le fait que je suis invité partout à faire des choses extraordinaires. J'ai senti là, à la fin, de me rendre jusqu'à la fin, que on dirait que j'étais porté par les Québécois et les Québécoises. Ils étaient tous fiers d'avoir une Québécoise dans la finale d'un gros show. Qui nous ressemble beaucoup. T'es extrêmement québécoise. Ah oui, je suis très québécoise. Ça, c'est sûr. Tu mets la chanson à l'avant, tes looks étaient québécois. C'était qui la québécoise? Ah, c'était évident. C'est génial. Ben merci. C'est une grande qualité, je crois, être québécoise et être québécois. Puis j'ai senti beaucoup, beaucoup d'amour. J'en ressens encore aujourd'hui. Quand j'ai pas gagné, là, le soir même, on a fait une tournée des bars dans le village pour dire merci aux gens d'avoir supporté. Parce que je pense qu'il y a 6 endroits dans le village qui diffusaient l'émission. Juste pour dire merci aux propriétaires, merci aux barmen, tout ça, qui à chaque semaine nous encourageaient. Puis ce que j'avais peur, c'est que les gens me prennent en pitié, fassent comme « Ah, tu sais, c'est de valeur, t'as pas gagné. » Puis c'est pas ça qui est arrivé. Pas en tout. Là, j'arrivais, tout le monde me disait « Félicitations, garocher des shooters de fireball. » C'était rendu au 6e bar, là, au district. C'était pas chic. C'était pas chic. On me confirme ici, c'était pas chic. Ouais, j'étais écrasé sur la banquette, là, puis là, tu sais, ils respectent toutes les mesures, tout ça, avec les plexiglas, puis tout, tu sais, mais je suis clairement évaché et absente mentalement, là. Mais c'était rough. Est-ce qu'on t'a attaqué sur la langue? Le fait de parler français à l'émission?
Indirectement, je dirais. Parce que dans le fond, on savait que l'émission c'était faite en anglais. J'avais demandé d'ailleurs à la production si jamais quelqu'un parle français sur le plateau, je peux-tu parler français? Puis j'ai compris que c'était mieux pas, mais que je pouvais parce que dans le fond, l'émission est en anglais. T'sais, il nous rappelait souvent ça. Mais dans les commentaires haineux, disons, j'avais souvent dans une lignée d'adjectifs haineux, French, qui était dedans. T'sais. Fait que assez qu'à un moment donné, je me suis dit, coudonc, je suis en train de revivre le clivage des deux grandes solitudes canadiennes. Là. C'est ça qui se passe. Mais non, c'était pas ça. Ça, je l'ai moins senti. Mais c'était pas mal un bundle, là, je te dirais, quand les gens m'envoyaient de la crotte. Là. C'est juste que dans le bundle, il y avait souvent francophone qui était dedans. Là. Wow. Est-ce que ça t'a apporté des belles choses, ce show-là? Ce show-là m'a apporté des choses... Mis à part les Fireballs. Oui, mais ça a apporté des choses extraordinaires. J'ai des gros projets qui s'en viennent. J'ai un compte Instagram qui a explosé. Woo! J'ai... Tu vas les swipe up? Mais je pouvais déjà. Oh, pardonne-moi. Excuse-moi. Pardonne-moi. Mon erreur. Mon erreur. Ben, jamais j'aurais pensé qu'une drague francophone au Québec aurait plus que 100 000 followers, mettons. Ça, on niaisait avec ça là, à mon bureau. T'es comme, hey, tu vas peut-être taper le 100 000. Là. Puis je me disais, hey, taper 100 000 quand t'es une drague francophone du Québec, ça se peut pas. T'sais. Celle qui en avait le plus, je pense que c'était moi qui en avait le plus. Puis j'étais à 17 000 peut-être. Là. Puis là, j'étais à 130 cucs, je pense. Là. Fait que c'est ça. Puis ça. En plus, c'est ça que je parlais, je reviens de faire une tournée avec les copines, ça aussi d'ailleurs, c'était extraordinaire. Tournée dans les drive-in, hein, respectons les règles de confinement. Et ce que les autres me disaient toutes, c'est imagine Rita si t'étais bonne avec les réseaux sociaux, combien t'en aurais? Ah, tu fais rien? Ben, c'est parce que je suis pas... j'essaie de mettre une affaire par jour, puis tout ça. OK, appelle Steph. Je suis plus voyeuse, moi, ces réseaux sociaux. Je regarde tout ce que le monde fait. Là, je suis pas tant de monde que ça, mais je regarde. Ils sont fatigants, ça, les voyeuses. Je like. De temps en temps, je commente, mais jamais plus qu'une phrase. Puis, je suis pas, tu sais, je crée pas de contenu, pis tout ça. Fait que toutes mes copines me disaient, imagine, là, si tu faisais ça. Mais ça te rend, par contre, peut-être que je me trompe, là, ça te rend précieuse. Ça fait que chaque truc que tu publies a de la valeur. Ben, j'aime penser ça, mais je sais pas si quand je publie quelque chose, déjà, faut pas. Quoi? Thomas publie? Oui, Thomas, il publie, parce que ça fait 2 heures. Ben, mettons, ça m'arrive avec les lives Instagram. Je fais jamais ça. Ouais. Puis là, surtout en temps de pandémie, les drags se sont mis à faire des lives Instagram. En veux-tu? Non, t'en as pareil, là. L'as-tu fait avec Mathieu Dufour? Hein? L'as-tu fait avec Mathieu Dufour? Non, okay. On s'aime bien, par exemple. OK, génial. Puis moi. Puis là, non, mais je n'ai fait un dans le char l'autre fois à côté de Christine. On allume ça, puis là, en plus, elle est super à l'aise, elle, dans ces affaires-là. Puis tout ce que le monde écrivait au début, c'était « Hein? T'as-tu accroché le piton? Qu'est-ce qui se passe? » Je suis tellement pas assidu, ces affaires-là. Puis je cherche pas l'engagement et j'aime pas nécessairement cette formule-là de... J'ai rien à faire, je me filme. Hey, salut, je viens de m'acheter des nouveaux souliers, ils sont beaux. Checkez. Oh, unboxing. Oh, regardez comment c'est beau. Ou encore, hey, salut, je voulais juste vous laisser savoir que je venais de finir ma boîte de Timbit. C'était mon projet des 2 derniers jours. On lâche pas la gang, bon confinement. C'est moi, j'y regarde, là, ces vidéos-là. Là, puis à chaque fois, je suis comme, oh, mon Dieu. Où s'en va le monde, hein? Pour une personne avec une maîtrise, ça t'impressionne pas? Des gens dans leur char qui je pense que ça n'a même pas rapport avec la scolarité. C'est le niveau d'intérêt qui est juste peut-être moins là. Je comprends. Mais j'en consomme pas non plus. Je suis pas une grande consommatrice de live Instagram. D'ailleurs, j'aimerais ça, savoir c'est quoi le piton pour pas le savoir, c'est qui est live. Souvent, je suis là, puis genre, est live avec telle personne. Je suis comme, OK. Puis là, je continue, puis est live. Oui, c'est beau. T'sais. Il y a des gens que je suis plus parce que je n'étais plus capable qu'ils soient toujours en live. Ça ne m'intéresse. T'es live à 3h15 de l'après-midi. Non, tu peux pas, là. Ouais, non, moi, l'option sourdine sur Facebook, je l'aime beaucoup, et Instagram aussi, mais comment pas savoir que les gens sont en live, j'aimerais ça. Nous, l'application. Ça fait quoi une drague? Comment tu peux... Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Un humoriste, on sait beaucoup. Est-ce que vous avez des corpos? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que fait une drague? C'est sûr qu'avec la venue de l'émission, il y a une 12aine d'années, ça a mis le spot sur qu'est-ce qu'on faisait. Fait que là, je te dirais qu'en 14 ans, là, la situation de ce que
personnellement, ce que j'ai vécu avec mon expérience a beaucoup changé favorablement pour les drags. T'sais, on a accès au milieu corporatif qu'on avait moins accès avant. Money. On fait des podcasts, on fait des choses qu'on était ça, c'est peut-être... moins money. Mais moins peut-être qu'on est... Ah ouais, c'est ça, non? Excuse. On est... tu sais, on est invité à des choses qu'on n'était pas invité avant. Mais pour gagner sa faire une vie... émission avec Ricardo. Toi qui cuisines Ricardo, ça serait génial. Ben, je serais super bonne pour goûter. Ricardo qui te gave. Yo, ça, c'est un show. Ouais, c'est un show. Ben là, mon chum peut t'en parler. Je suis toujours pleine de bonnes intentions pour faire de la bouffe, mais l'exécution n'est pas là. T'sais, moi, j'exécute dans le sens d'exécuter vraiment les aliments. Là. Je pense que je détruis à moitié de ce qui pourrait être consommé là, parce que j'ai pas les bonnes techniques. Mais ça goûte bon, au moins. C'est juste que l'exécution est exécutable. Voilà. Bon, alors, pour revenir au drag, en fait, il y en a beaucoup maintenant qui réussissent à en vivre, mais en ne faisant pas que des shows. T'sais, en travaillant comme drag, comme par exemple en faisant l'admission, en faisant payer les gens en drag, en étant barmaid en drag. Il y a plein de choses que tu peux faire en drag. Mais juste de performer ou d'animer, je pense qu'il y en a maximum une dizaine au Québec qui peuvent le faire. Maintenant, sur la dizaine, combien gagnent bien leur vie? Peut-être 5. Maintenant, sur ces 5, combien gagnent leur vie plus haut que la moyenne des gens? Peut-être 3 ou 2. T'sais. Et ça va peut-être changer avec les prochaines années. Je ne sais pas. Reste que moi, je sais que je suis dans une situation privilégiée avec ce que l'émission m'apporte. Je sens que ça suscite de l'intérêt. Les gens, il y a des gens aussi au Québec qui ont découvert la drague grâce au fait qu'une Québécoise s'est rendue jusqu'à la fin. Ça a suscité l'intérêt. La machine de Crave s'est mise dedans aussi. Tu as dit un truc sur scène que j'ai trouvé intéressant que je vais te faire répéter. Ou du moins, je te cite. Au début, tu croyais qu'une drague, c'est juste un clown. Je pense que bien les gens pensent que... Puis c'est un aspect de la drague, d'être clown. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi un aspect extrêmement artistique. Alors, je pense que c'est ce que le show apporte. Ils voient que le public observe que la drague, c'est plein de disciplines artistiques mis ensemble. C'est beau, ça. Ben oui, en fait, c'est ça qui fait que, en tout cas, dans mon expérience d'émission, j'ai été là longtemps parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Puis quand c'est le cas, souvent, quand tu arrives dans cette formule-là de Drag Race, les personnes qui se rendent jusqu'à la fin ont plusieurs cordes. Ils ont de l'expérience et ont un petit quelque chose qui les différencie des autres. Je pense que c'est ça le concept pour se rendre loin dans l'émission. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que mes collègues de travail et mon père qui m'ont vu ces deux entités-là assez souvent en spectacle, je les ai surpris positivement quand ils ont regardé l'émission parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de costume, des trucs comme ça, ou j'ai des collègues qui m'avaient jamais entendu chanter parce que même s'ils venaient me voir en show au cabaret, par exemple, c'est rare que je chante live. Ta voix est sublime. Ben merci. T'as une belle voix. Merci. J'attends là, mon Grammy, d'ailleurs, pour... c'est une question de temps. C'est une question de temps. Question de temps. Mon Grammy et mon Oscar. Éventuellement un Tony, mais il faudrait que je fasse une comédie musicale. Go! Éventuellement. Fait que oui, c'est vraiment une combinaison, un alliage de plein de choses, le fun. Puis c'est ce que je me suis rendu compte. C'est ce qui m'a fait avoir la piqûre de ça au début. Je pensais que c'était One Trick Pony. C'est juste une chose, faire de la drague. C'est ce que je croyais au début. Et quand tu comprends qu'il y a un long processus de recherche pour... décider c'est quoi ta forme de drague, c'est quoi ton identité de drague, c'est quoi ta signature. Et là, on travaille de recherche pour qu'est-ce que tu peux offrir de différent par rapport aux autres. C'est là que tu y a un petit déclic intéressant. Là. Puis je pense que l'émission apporte ça. Les gens ont vu qu'il faut que tu aies quand même un éventail de talents là, pour perdurer, je dirais. C'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui nous écoute qui veut faire ça? Quelqu'un qui commence, qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour s'améliorer et pour survivre dans ce milieu-là? Ben, je donne tout le temps le même. Pour commencer, il faut être patient parce que même si on a accès à plein d'informations sur comment faire ci, comment faire ça, l'expérience, elle ne s'achète pas. Donc, il faut pas avoir peur d'essayer. Et souvent, on commence en se disant, moi, ça va être ça, mon style de drague. Fait que là, on va juste dans un coin.
Puis après ça, on peut essayer d'aller ailleurs. Puis il y en a qui se mettent leur propre barrière avec ça. Fait que faut être patient, faut pas avoir peur d'essayer. Puis faut pas non plus se dire que qu'est-ce qu'on voit dans l'émission, c'est ça qu'il faut que tu fasses comme style de drague. T'sais. La drague, c'est tellement marginal, c'est tellement accessible, c'est tellement vaste et large qu'il ne faut pas se mettre dans son propre carcan. Fait que je dis au monde d'essayer, essayez des affaires, amusez-vous. Il faut que tu aies du fun. Et comme tu l'as mentionné au début, c'est un acte révolutionnaire, c'est un acte de révolte. Alors, mets-toi pas dans un carcan. Le but, c'est de casser les carcans. Effectivement. Et il y en a tellement qui en font maintenant que moi, quand je vois une... Je suis aussi souvent invité pour juger des compétitions avec des nouvelles dragues. Puis celles que je retiens le plus à la fin de la soirée, c'est celles qui ont fait quelque chose que j'ai jamais vu. Puis si je suis capable, après 30 secondes que tu as commencé ton numéro, de savoir c'est quoi le raisonnement en arrière du numéro. Ah, ça, tu as vu ça, là, un numéro d'une telle drague connue. Ah, ton maquillage, c'est basé sur telle personne. Tu sais, continue tes recherches. C'est le fun de s'inspirer de d'autres, mais je pense que quand tu te l'appropries, là, c'est là que ça devient le fun. Quand tu te l'appropries puis que tu le rends unique à ta façon, à ta sauce, à ton humeur, c'est là que tu deviens une bonne drague. C'est de ne pas avoir peur d'essayer puis de ne pas se limiter puis se dire « moi, je vais faire un style ». Faut essayer. C'est tellement le fun. Puis justement, le fait que c'est si créatif que ça, ben faut jouer avec cette créativité. Bien sûr, puis tu l'as dit, il faut s'amuser. Faut s'amuser. Faut que ça reste le fun. Moi, c'est un truc que je comprenais pas quand je voyais qu'il y avait de la haine dans cette émission-là. C'est comment ils peuvent avoir de la haine. C'est juste des filles qui ont des grosses coiffures puis qui niaisent. Tu peux pas haïr quelqu'un. Tout le monde s'amuse. Ben, c'est sûr qu'après 8 heures en talons hauts, par exemple, dans un studio à moins 5 degrés, là, ta sandwich au poulet commence à être loin en arrière. OK, je pensais que tu parlais de les téléspectateurs, vous, je peux comprendre. Ça reste une compétition, puis ça reste un jeu, puis ça reste une émission. Mais si t'es chez vous, tu regardes 8 personnes avec des talons hauts, du maquillage farfelu avec du glitter dans le crack, faire comme ben voyons, puis de l'air. Maquillage farfelu! Moi, je leur demande pardon. Oui, dans la caisse populaire, sont toutes maquillées comme ça. Mais c'est quand même, ça m'amuse qu'il y ait autant. Même ça, je trouve ça être curieux qu'il y ait autant de haine dans un truc aussi. Autant de bonheur. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on me dit, ça fait pas longtemps, par exemple? Je t'écoute. Marla, d'ailleurs, qui était dans mon trio de 3 Stooges, celle qui tripe sur les émissions de bouffe, là. Elle me dit qu'elle est bien fan de Survivor. Puis elle me dit que le fandom de Survivor, il est quasiment pire que le fandom de Drag Race. Puis là, ça m'a étonné d'apprendre ça. Puis c'est sûr que c'est étonnant quand tu te dis « Ah oui, justement, c'est une émission dans l'opulence, le clinquant, les paillettes. Là, on comprend pas pourquoi le monde sont sauvages de même en ligne. » Mais tu sais, Survivor, là, c'est... Moi, dans ma tête, Drag Race Survivor, c'est pas tant loin que ça. Là. Tu mets du monde en confinement qui peuvent pas... on leur arrache leur téléphone cellulaire, on les enferme à quelque part, puis réaliser des défis, des épreuves. C'est pas mal le même concept. Là, t'sais. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur le bord de se faire mordre d'une gosse par un alligator comme dans Survivor, mais c'est encore drôle. Fait que... Quand elle me dit ça, là, elle dit le fandom, nanana. Puis, en plus, eux autres, ils n'ont pas de personnage. Ils se font attaquer directement sur ce qu'ils montrent à la télé, donc eux. Je trouvais ça particulier. Puis là, elle me dit ça, puis j'ai commencé à fouiller, puis je me suis rendu compte que presque toutes les téléréalités, c'est comme ça. Les gens qui sont vraiment fans, ils sont fans et en même temps, ils sont haters. On a les deux. Puis c'est ce qui est un peu étrange. Tu sais, tu peux aimer tellement quelqu'un que l'autre à côté t'a déteste. Je pense pas que les fans de hockey là, qui ont leur joueur préféré détestent bien sûr que oui. Un joueur en particulier à un point là. Ah oui? Oui. Bon, tu vois, là, j'ai reviré le stéréotype de base. C'est génial, t'as plein de stéréotypes envers... Désolé. C'est sur ça génial. Hey, j'ai joué 7 ans au hockey quand même. Ouais? Quelle position? J'aime ça entendre cette question-là, mais j'étais à la défense. Mais c'est la position la plus difficile. Génial! Mais ça, je t'ai vu, t'es massive. Ah, merci du compliment. Ça fait toujours plaisir à entendre. C'est ce qui est génial de vous voir live, parce que autant le stand-up, faut y aller live,
faut voir live. C'est cool voir les casques. Je pense qu'ils montrent pas vraiment Drag Race, comment c'est filmé, parce que c'est pas très bien filmé comme émission, excuse-moi. On voit pas à quel point vous êtes grand et forte et puissante. C'est ce qui est cool de le voir live. Ben, imagine, en plus, avant, je pesais 125 livres de plus, là, fait que j'étais pas mal un frigo. Là, là je fais 6 pieds 1, c'est rare, je mets des talons en bas de 6 pouces, puis j'aime ça, les cheveux bien remontés. Fait que c'est sûr que je sais que j'ai des larges épaules, puis je fais 7 pieds de haut en partant. Quand j'étais à côté de ma mère biologique, là, qui fait 5 pieds 2, petite madame, on s'en rappelle, et qui doit peser 112 livres, c'est sûr que c'est une expérience visuelle très intéressante. Fait que je peux comprendre que je suis massif, je vais le prendre comme un compliment. Merci. Je ne l'ai pas insulté, pas du tout. Non, c'est correct, on se parlera juste plus après le podcast. Qu'est-ce que tu dis à une drag qui nous écoute, qui est ambitieuse, qui fait moi, je veux me rendre où tu te rends, qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur, qu'est-ce que je fais pour devenir bonne, pour m'accomplir là-dedans? Ben écoute, c'est sûr que je dirais jamais à quelqu'un qui a de l'ambition qu'il ne devrait pas en avoir. On m'a reproché souvent d'en avoir trop et on n'a jamais trop d'ambition. Bien sûr que non. C'est correct, il faut juste être patient. Donc ça, c'est le conseil numéro 1 comme toujours. Il faut explorer, il faut essayer. Faut mettre des joints sur un ventilateur. Oui, il faut mettre... Hey, ça, je vais faire écouter ça à mes anciens colocs. Et vont rire. Et en fait, moi, c'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné, mes trucs, c'est que je voulais faire quelque chose qui n'existait pas, ben je créais la patente. Ça a toujours été comme ça. Bon, là, il y a du monde qui s'occupe de ce projet-là, ça fonctionne pas. Je vais repartir un projet avec ce monde-là, je vais prendre le lead. On va l'amener ailleurs ensemble. J'ai toujours fait ça. J'ai un autre exemple. Là, je voulais vraiment faire un spectacle de production en tournée. Personne n'en faisait. J'ai réuni rapidement une petite équipe. On a créé ça. J'ai écrit le spectacle. On est parti. Fait que ça, c'est quelque chose que j'attendais que ça se fasse. T'sais. Je voulais faire une production, un spectacle en tournée et ça se faisait pas. Fait que ceux qui ont de l'ambition et qui se disent, ben ce que je veux faire, ça se peut pas là ou ça n'existe pas, ben créez-le. T'sais. Faites-vous, prenez l'espace que vous pensez que vous devez prendre. Puis si les choses sont bien alignées, puis que l'effort est là, puis que le travail est là, ça va fonctionner. Yeah, je trouve que c'est une belle fin. Je trouve que sur ces mots, ça finit très, 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 très bien. C'est sûr que ça finit mieux que t'es massif. Là. Ça, c'est sûr. C'est vrai que je vais mettre ça dans la même catégorie que Big Dick Energy. Je suis massif et Big Dick Energy. Voilà. Mais juste avant de quitter, vraiment, je veux te remercier d'être venu. J'apprécie. Et je veux te remercier d'être un artiste accompli. Je trouve que c'est cool de te regarder, c'est cool de te voir et tu t'exprimes à travers un art qui est marginal. Et c'est super. Je te remercie. Ben, je vais te remercier de ton ouverture. Ça prend des belles invitations comme ça pour exciter les joueurs de video games à la maison hétérosexuelle. Yeah! Ben, merci beaucoup. Bon, d'ailleurs, filmez sur les réseaux sociaux les joueurs de jeux vidéo hétérosexuels. Je vous ai dit que j'étais un peu voyeuse, hein? Fait que je vous écrirai pas, mais je vais vous regarder.